Bonjour, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous dans ce petit déjeuner en plein jardin, en plein air, avec un président de parti politique, Pascal Nkoulou, le président du BDP, le Bloc démocratique et populaire. Avec lui, nous parlerons de l'arrestation et l'emprisonnement du maire de Libreville, Léon Ndué, bien qu'étant en détention préventive, de l'impact du discours de politique générale du Premier ministre Rose Christian Osuka-Raponda et de toute l'actualité greffée autour de la santé du chef de l'État, la gouvernance du Gabon. Pascal Nkoulou, bonjour. Bonjour, monsieur. Du tribunal à la prison, du tribunal d'abord à l'hôpital, ensuite de l'hôpital au tribunal en prison. Léon Ndué a connu cette dernière 48 heures d'homme libre sous le sceau du stress, de l'anxiété, avec une incidence vraisemblablement sur le rythme de sa santé ordinaire. Désormais pensionnaire de la prison centrale de Libreville, que vous inspire tout ce feuilleton politico-judiciaire ayant conduit à la mise aux arrêts du maire de Libreville? Bon, vous dites désormais pensionnaire de la prison centrale, désormais peut-être pas. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le maire de Libreville fait l'objet d'une procédure judiciaire liée aux mesures restrictives prises par le chef d'État dans le cadre de la lutte contre la corruption, le détournement de fonds publics et le blanchiment d'argent. Si on s'en tient à ce qui a été dit par le procureur de la République, il se trouve que c'est dans ce cadre précis que M. Léon Ndué va certainement d'ici quelques jours répondre de ce qui lui est reproché comme acte de malversation. Je veux dire, va certainement répondre parce que jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie, M. Léon Ndué devrait bénéficier de ce que l'on appelle la présomption d'innocence. Donc on n'est pas totalement sûr parce qu'il s'agit d'écriture comptable. Naturellement, c'est pourquoi je parlais de détention préventive à la prison centrale de Libreville. Oui, c'est pour ça que je voulais également aussi appuyer sur le fait, quand vous avez dit, désormais le pensionnaire de la prison centrale. Bon, mais pour le moment, pour quelques jours peut-être, les choses peuvent évoluer également. Mais on a connu Pascal Nkoulou, plusieurs personnes interpellées dans le cadre de l'opération Scorpion, notamment les membres de la GEV, dont la détention préventive semble s'inscrire dans la durée. Est-ce que le maire de Libreville, qui aurait eu des ramifications avec ce cartel politique, ne pourrait pas voir également se voir bénéficier d'un long séjour? Bon, je crois que c'est en fonction de la nature des éléments d'enquête que les différents juges peuvent juger nécessaire de prolonger la garde à vue de ceux qui sont mis en détention préventive. Bon, pour ce qui est du maire de Libreville, je crois qu'il ne faut pas tout de suite faire un parallèle avec ses postures publiques, avec l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, M. Brice Lakuchalianga. Pourtant, beaucoup imputent sa présence à sa famille en disant que la République est truffée de voleurs et que Léon Ndué, s'il payerait justement le prix de ses forfaits, c'est parce qu'il y aurait des ramifications avec le clan de la Brice Lakuchalianga. Bon, je pense que nous devons rester prudents. Les spéculations publiques ne sont pas de nature à donner des certitudes quant aux éléments d'investigation, très honnêtement. Et ensuite, je crois que les chefs d'inculpation, c'est-à-dire les actes pour lesquels M. Léon Ndué se trouve aujourd'hui sur le coup de la justice, ont clairement été présentés par le procureur de la République. Bon, ce sont des actes relatifs à la gestion de la mairie de Libreville. Est-ce que le directeur de cabinet du chef de l'État y aurait été impliqué à quelque niveau que ce soit? Je crois que d'ici quelques jours, en fonction de l'évolution de l'enquête et aussi surtout de la possibilité qui est donnée aux défenseurs, donc aux avocats de M. Léon Ndué, on aura une idée précise de ce vers quoi portent exactement plutôt les chefs d'inculpation. Donc ça, c'est pas la peine de spéculer sur sa proximité avec Brice Lakuchalianga. De toutes les façons, cette période précise, je ne vois pas qui, occupant une fonction aussi importante que celle de premier magistrat de la ville de Libreville, n'aurait pas répondu de manière favorable à la demande donc d'être reçu par le directeur de cabinet du chef de l'État. D'ailleurs, presque tout le Gabon s'est prêté à ce format. Léon Ndué n'est pas une exception en la circonstance. Et dans l'imaginaire populaire, un autre membre supposé de
cartel politique qui a été la GEV, l'ancien Premier ministre Julien Nkogé-Bekele serait dans l'imaginaire populaire le prochain dans la ligne de mire des chasseurs de la galaxie Alianga. Ça vous dit quelque chose? Vous avez lu les réseaux sociaux, vous lisez, vous êtes un fin lecteur de la vie politique. Est-ce que Julien Nkogé-Bekele pourrait rejoindre la bande Alianga à la prison centrale de Libreville? Il faut déjà dire que le problème des réseaux sociaux, c'est que la plupart... Au-delà des réseaux sociaux, vous êtes un fin lecteur politique. Oui, vous justement. avez connu la proximité de Julien Nkogé-Bekele, quand même président d'honneur de la GEV. Est-ce que cela pourrait avoir un retour du bâton? Je crois qu'on n'a pas besoin de spéculer aujourd'hui. Le président de cette structure associative est en prison pour des faits qui lui sont reprochés. Je crois que dans sa déposition et dans les dépositions faites par d'autres personnes, membres de cette structure qui ont été également inculpés pour les mêmes faits, bon, pour l'instant les enquêtes sont en cours. Parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, M. Lakuche Alianga n'a pas encore été condamné. Donc on suppose que les enquêtes se poursuivent. Bon, si dans le cadre de l'évolution des enquêtes, il est relevé ou noté de manière à impliquer la complicité ou à relever la complicité de M. Julien Nkogé-Bekele, nous pensons, en ce qui nous concerne, nous, au BDP, que nous sommes tous des citoyens gabonais. Et que si un citoyen est l'objet d'une violation établie des dispositions réglementaires en ce qui concerne la loi, il doit en répondre. Que ce soit Julien Nkogé-Bekele ou que ce soit quelqu'un d'autre, ils doivent tous en répondre. Vous me posez la question de manière insidieuse parce qu'il me souvient qu'au cours d'une de mes conférences de presse, j'avais demandé à ce que M. Julien Nkogé-Bekele soit démis de ses fonctions. Naturellement. Et je l'avais dit en me basant sur la déclaration insidieuse du président du groupe parlementaire PDG, qui s'était avancé à dire que chaque fois que si le président venait à démettre Julien Nkogé-Bekele, il s'y opposerait. Malheureusement, le président a démis Julien Nkogé-Bekele, on n'a pas entendu M. Mabala. Donc, je pense que pour rester dans ce cadre précis des codes de rue, M. Julien Nkogé-Bekele a tout intérêt, de manière personnelle, à faire la lumière sur ses rapports avec M. Brice Lakuche Alianga pour justement couper court à tous les ragots. Il n'y a pas besoin de faire la lumière. Les photos sont là, les vidéos sont là, où Alianga est adoubé par Julien Nkogé-Bekele. Oui, mais les vidéos, c'est des actes publics. On ne va pas vous condamner. On ne va pas penser que vous irez en prison parce que vous avez fait, vous pris des vidéos ou fait des photos publiques avec une personnalité politique publique. Bon, on va vous inculper parce que ce qui est reproché aujourd'hui à M. Lakuche Alianga, c'est d'avoir fait main basse sur les deniers publics. Bon, à ce moment, il est donc poursuivi pour détournement, comme ça avait été présumé. Voilà, bon, il est poursuivi, il n'a pas encore été condamné, donc il est toujours poursuivi pour détournement de fonds publics, association de malfaiteurs en bande organisée. Voilà les éléments soulignés par le procureur de la République. Et parce que avec l'interpellation supposée ou imaginaire de Julien Nkogé-Bekele, ce serait la galaxie Black qui serait complètement par terre, hors d'état de nuire. Bon, la galaxie Black, moi je me veux responsable, de manière générale. Vous savez, aujourd'hui, faire de la politique ne peut pas avoir d'autre dessein que de contribuer à améliorer l'existant, non pas le détruire. Faire de la politique ne peut pas avoir d'autre dessein que de veiller à ce que ceux qui portent leur espoir sur l'engagement public du chef de l'État par rapport aux politiques publiques qu'ils présentent aient des résultats de ces politiques-là. Bon, M. Brice Lakuche Alianga a pendant un temps joui d'une position confortable. Le président de la République observait un net recul par rapport à sa convalescence. Ce qui faisait de lui l'intermédiaire par excellence entre le chef de l'État et la grande administration de manière générale et même peut-être le gouvernement. Bon, c'est la première fois également qu'on a vu un directeur de cabinet supplanter le Premier ministre, supplanter le président de l'Assemblée nationale. Il en faisait un peu trop quand même. Hein. C'était un super décès et c'était un décès caricaturé au pouvoir politique à la limite sous les tropiques. Bon, comment un décès pourrait-il supplanter le Premier ministre, pogner à la barbe de tout le gouvernement, de tout le Parlement? Bon, je crois que cette question, vous devriez en toute logique la poser à M. Julien Nkogé-Bekele si vous le rencontrez. Parce qu'effectivement, on a eu l'impression que le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Brice Lakuche Alianga, était devenu quelqu'un d'hyper puissant.
et qu'il impactait sur presque l'ensemble de la gestion du pays. Je dis, bon, on a eu l'impression. Parce que naturellement également, on peut se dire que beaucoup de personnes ne pouvons pas voir le retour direct du chef de l'État, ne pouvons pas s'interroger sur le profil et la posture adoptée par le directeur de cabinet, ont choisi d'obéir et d'observer. Bon, heureusement, et c'est la question que moi je me suis posée, heureusement que le chef de l'État a su, à temps, mettre un terme à toutes ces, je dois dire, à toutes ces situations où les choses allaient dans tous les sens. Aujourd'hui, il est sûr que le chef de l'État a la main et qu'il a repris les rênes et que le Gabon, plus personne ne peut se poser la question, est bien dirigé par Ali Bongo Ondimba. Avant de revenir sur la gouvernance du Gabon, c'est Serge William Akasaga qui assure naturellement l'intérim de Léon Drosier à la tête de l'hôtel de ville de Libreville. C'est indéniable pour Akasaga finalement, le temps des moments. Non, vous savez que la posture ou la fonction d'intérim est cadrée par les textes. Un intérim a des engagements qu'il peut prendre, mais ces engagements sont bien encadrés par les textes. Et ensuite, l'intérim, c'est une période bien donnée. Ce n'est pas une transition. On a tendance à confondre assurer un intérim et assurer une transition. Non, une transition, on investi des pleins pouvoirs de celui à qui on supplée la fonction, parce que nous ne pouvons pas y répondre pour diverses raisons. Un intérim est encadré. Et je pense que dans le cas d'espèce, le ministère de tutelle, donc le ministre de l'Intérieur, va prendre un texte qui nomme M. Akasaga comme étant l'intérim durant la période qui sépare le départ, voilà, jusqu'au prochain conseil municipal qui naturellement devrait choisir le prochain maire. Donc voilà un peu à peu près cette période. Bon, naturellement, du fait de cette position, même pendant ce court laps de temps, fait de M. Akasaga par substitut le premier magistrat David de Libreville. C'est une responsabilité politique importante, diplomatique de taille, mais c'est également une mise à l'épreuve de ce que le chef d'État a toujours voulu, c'est-à-dire que un engagement, une promotion de jeunes à des niveaux très élevés de la vie de la nation. Oui, Akasaga qui est quand même indexé pour avoir dans son viseur plusieurs points dans vos tableaux, il a cogné sur les flics, il a été à l'origine de l'acte de naissance controversé d'Ali Bongo. Est-ce que là, les tireurs, les sonneurs d'alerte ne pourraient pas surfer sur ça pour dire que voici encore dire que Léon Dreux est caricaturé comme un personnage sulfureux, ne pourrait pas encore dénoncer une sorte de personnage sulfureux bis à la tête de l'hôtel de ville de Libreville? Bon, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un incident de rue définit de manière complète le profil d'une personne. L'échauffourée ou la discussion, cette violente qu'il y a eu entre M. Akasaga et un agent public, un policier en l'occurrence, parce qu'on ne connaît pas les fonds. Mais il a frappé sur un policier. Oui, nous sommes tous des hommes. Uniforme, oui, monsieur Louis, premièrement, c'est au policier de considérer qu'il a des responsabilités publiques assumées et qu'il doit obéir à un protocole. Bon, et ensuite, il devrait se rendre compte qu'il parlait à un maire. M. Akasaga n'était pas un citoyen ordinaire. C'était un officier de police judiciaire. Ça veut dire qu'en fonction de la position... Oui, de fait. Vous êtes, et quand on est officier de police judiciaire, parce que le maire ordonne des enquêtes, le maire peut vous permettre de barrer une route, donc il est investi d'une autorité. Je ne crois pas qu'un policier, fut-il agent public... à un maire de donner des coups de poing à un policier en fonction... Il faut savoir comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Qu'est-ce que le policier a pu lui dire qu'il mette hors d'état? Écoutez, vous savez, tout le monde a retenu que le coup de tête que Zidane avait donné à Materazzi. Mais qu'est-ce que Materazzi a pu dire à Zidane qui fait en sorte que Zidane perde le contrôle et donne ce coup de boule? Ça, vous et moi, nous ne le saurons pas. Il en va de même de quelle a été l'attitude de M. Akasaga au moment où le policier était exprimé. Qu'est-ce qui l'a mené à faire ça? Certainement vouloir faire comprendre au policier que nous sommes avant tout d'abord des hommes. Si tu me manques de respect en tant qu'homme, bon, évidemment, il n'aurait pas dû. Mais c'est arrivé. Et comment expliquer ce qui apparaît comme un faux en écriture pendant qu'il était maire sur l'acte de naissance d'Ali Bongo? Vous savez, j'ai tellement épilogué sur cette question, j'ai dit aux gens qu'il n'y avait pas de faux en écriture. Il s'est trouvé simplement que celui qui allait solliciter les services de la mairie du 3e arrondissement ne savait pas que les réinscriptions se faisaient au niveau de la mairie du 1er arrondissement. Vous pensez qu'à son niveau de fonction, à son niveau de responsabilité, on ne sait pas?
les charges administratives de chaque circonscription municipale, etc. Vous pensez, monsieur... Je ne veux pas être méchant, mais vous savez, dans notre pays, on a tendance à penser qu'accéder à des hautes fonctions fait de vous une lumière. Il y a des choses qu'on ignore. Si on n'a pas été instruit pour, on va les ignorer toute la vie. C'est aussi simple que ça. Bon, vous êtes maire. Si on ne vous a pas instruit que toutes les transcriptions se font la mairie du premier, quelqu'un va vous amener une transcription parce qu'ils ont des registres de transcription, ben, il va prendre un registre de transcription et retranscrire un acte de naissance. Il pense qu'être dans ce droit d'officier d'état civil de procéder à un acte administratif ordinaire et régulier. Cela n'empêche pas que ce soit du faux. Bon, maintenant, ceux qui ont pensé ou qui ont dit que c'était un fork de naissance ne l'ont jamais prouvé. Ne l'ont jamais prouvé. Et la chose a été tellement ridicule au point où on les a tous vus devant la Cour constitutionnelle, à la limite s'agenouiller et supplier que la Cour ne retienne pas leur endroit outrage en magistrat. Ça c'est ce que bon, donc il n'y a jamais eu de preuve que l'acte de naissance était faux. Aucune. Enfin, M. Akasaga n'avait pas qualité de retranscrire un acte de naissance et il a fait, bon, on va retenir ça au moins, c'était un défaut de qualité et par conséquent, ouais, un faux. C'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Ouais, revenons sur le discours de politique générale du Premier ministre Christian Osuka devant les parlementaires. Osuka a quasiment été conspué par les députés de l'opposition et par l'opinion publique qui ont brocardé Rose Christian Osuka, qui continue justement à être caricaturé à boulet rouge dans l'opinion. Qu'est-ce qu'Osuka n'a pas assez bien fait? Bon, je crois que dans l'opinion, il se dégage une idée fausse. L'idée selon laquelle nous sommes une société misogyne, que les femmes ont cette leur place, mais qu'au Gabon, les femmes sont de plus en plus au devant de la scène politique. Non, monsieur, je parle du contenu du discours. Oui, mais je dis, mais c'est d'abord l'élément de départ. C'est d'abord l'élément de départ. Vous parlez de l'opinion, vous parlez de la réaction des députés de l'opposition. Les députés de l'opposition ne représentent pas, je crois, les 120 ou 130 députés de la majorité, qui, eux, ont soutenu Mme Osuka, puisqu'elle a obtenu la motion de confiance. C'est le fait, en fait. Bon, voilà. Donc, je dis, il se dégage cette idée qu'une femme première ministre, qu'est-ce que ça peut bien donner? On a l'impression que la politique ne peut bien être menée que par des hommes. Et ensuite, dans notre pays, effet de société ou volonté personnelle du chef d'État, on constate que ben, sur la plupart des grandes institutions, les institutions les plus importantes de notre pays aujourd'hui, ces institutions sont présidées par des femmes. Mme Osuka a été tour à tour maire de la ville de Libreville, ce qui était une grande première. Ensuite, elle a été ministre de la Défense, qui était toujours une grande première parce qu'elle est la deuxième femme à occuper cette fonction. Ben, aujourd'hui, elle est première ministre. Donc, au lieu de regarder aux éléments genre, on devrait beaucoup plus s'accorder au profil de cette dame. C'est une battante. Bon, son discours a été accueilli par certains comme étant l'orientation politique qui fixe les gens vers un nouvel horizon. Puis bon, naturellement, par les députés de l'opposition comme étant déjà entendus. Est-ce que ce n'est pas du déjà entendu, monsieur le bon, je dis comme étant du déjà entendu. Mais ça ne peut ressembler qu'à cela. Parce que Mme Osuka, tel que c'est dit dans notre constitution, le président de la République arrête la politique. Le Premier ministre l'a conduit. Or, le président de la République a arrêté sa politique depuis l'élection présidentielle de 2016. C'est cette politique aujourd'hui qui se poursuit, évidemment avec des variantes. Donc Mme Osuka est venue à une période particulière. Tous les pays du monde aujourd'hui essaient de se réadapter aux difficultés économiques et sociales engendrées par la pandémie du coronavirus. Bon, ce que le Premier ministre Julien Korbeka avait dit ne pouvait pas radicalement être modifié parce que en 6 mois de période de pandémie, bon, Mme Osuka est obligée de revenir sur ces politiques pour dire elles vont se concrétiser. Je crois qu'elle a hérité de la feuille de route de M. Julien Korbeka. Elle va continuer sur cet aspect. Que les députés de l'opposition disent que c'est déjà entendu, mais bon, on attend l'œuvre. Elle a décliné ses axes, on attend de voir comment elle va évoluer, qu'est-ce qui va se concrétiser. L'acte fort, c'est la transgabonaise qui est annoncée, mais il y a quand même aussi un autre aspect qui est important, c'est comment faire en sorte que le pays continue de fonctionner dans une période de crise aiguë due au coronavirus.
beaucoup doutent, beaucoup sont sceptiques sur sa capacité, du moins sur les signaux forts de relance de l'économie, qui est son principal cheval de bataille. La visibilité, la lisibilité semble être nulle jusqu'à présent. Mais comment peut-on s'attendre? En principe, de manière générale, quand tout va bien, la politique ou l'élan du Premier ministre s'examine après 3 mois. En principe. Là, elle est à son 3e ou 4e mois. Mais les signaux ne demandent pas des incidences directes, des signaux déjà, des signaux forts. Il ne faut pas les avoir. Parce que, premièrement, elle avait comme mission première d'afficher ce qu'elle allait faire. C'est ce qui s'est fait au cours de la déclaration de politique générale devant les députés. Les députés lui ont donné quitus de mettre en œuvre les éléments de sa présentation au fin qu'il y ait un résultat concret dans le quotidien des Gabonais et dans la relance de l'économie. Bon, un certain nombre d'options donc vont être engagées, des choses vont se faire. Et je crois qu'en lisant l'Union, le quotidien de l'Union de la semaine, j'ai vu qu'il y avait à peu près 100 milliards de dettes qui étaient en fait de fausses factures qui ont déjà été liquidées, ça donc éliminées. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un examen en interne, mais également une vision beaucoup plus large pour voir comment redynamiser l'économie du Gabon. Ça ne pouvait pas avoir des résultats en 2 semaines, en 3 semaines. Je crois que Mme Osouka, pour ceux qui sont très pressés, devrait attendre fin décembre. Ok, devrait attendre fin décembre pour voir un peu plus clair. On a vu également votre ami et frère du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, Félicien Rodriguez-Voung, être convoqué par la commission de discipline de son parti pour avoir justement probablement dit certaines vérités sur l'un des plateaux de Mazlek Info. On dit que Félicien Voung, dont la liberté de ton est reconnue, payerait-il son franc-parler? Bon, écoutez, c'est extraordinaire. Vous savez, moi je suis leader du Bloc démocratique populaire. Il va de soi que de par mon vécu, de par la foi que j'ai en la République, je suis profondément démocrate. Je me battrai pour que celui qui n'est pas, qui ne soit pas du même avis que moi puisse s'exprimer. Autant je souhaiterais qu'il me permette que monsieur puisse l'exprimer. Je crois que monsieur Félicien Voung est un homme convaincu, un homme rempli de conviction. Et je ne perçois pas très bien, parce que j'ai écouté, je suis un de vos fidèles, j'ai écouté, j'ai regardé à plusieurs reprises cette interview, cette émission que vous avez vue, et je n'ai rien trouvé qui peut amener à penser que M. Voung porte ombrage à la politique du président de la République, qui est également président du Parti démocratique gabonais. Absolument rien. Par contre, ce que j'y ai vu, c'était des interrogations légitimes, des inquiétudes de celui qui écoute les préoccupations des populations et qui essaie de les retransmettre pour que ceux qui ont la charge d'orienter de manière efficace les politiques publiques du président public s'en saisissent. Parce que la politique est d'abord avant tout une question d'image. Lorsque M. Voung s'introduit en disant comment peut-on faire en sorte que ceux qui ont géré les mesures de compensation décidées par le chef de l'État, et tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est un fiasco, que ces personnes ne répondent pas ou ne justifient pas. Parce qu'on n'est pas encore sorti de la période des mesures prises pour soutenir les Gabonais économiquement faibles. Le coronavirus n'a pas encore été circonscrit. Bon, nous jouissons d'une exceptionnelle grâce, peut-être du climat, on ne sait pas de quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu des cas de pandémie où des gens auraient été en masse comme dans d'autres pays. Mais si ça avait été le cas, qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on est sûr que les dispositions prises aujourd'hui par les responsables qui étaient en charge de gérer donc cette crise sanitaire auraient été efficaces? Donc, quand M. Voung dit qu'il faut faire attention, il faut éviter de détourner ou de détruire ou de détériorer l'orientation du chef de l'État. Pourquoi est-ce qu'on va le convoquer? Bon, moi, je ne me mets pas. Il ne fallait pas mettre en cause certains travers ou, je ne sais pas, qui pourraient être accolés au gouvernement. Aurait-il touché là où il ne fallait pas? Je ne sais pas.
les membres du gouvernement, la gestion justement controversée de la crise de Covid et principalement des fonds qui ont été affectés. Bref, nous en saurons un peu plus dans les prochains jours. Autre actualité, c'est la tournée du coordonnateur général des affaires présidentielles qui se trouve être par ailleurs le fils d'Ali Bongo, Noureddine Bongo Valentin. On y voit un ancrage du bonhomme qui pourrait justement corser les suspicions de succession dynastique à la tête du Gabon. L'opinion en parle, l'opinion se saisit de la question. Une tournée nationale aux allures de celle de Brice-Lacroix-Chalianga, dont les soupçons de velléité présidentielle étaient également mis en lumière. Vous savez, dans notre pays, la rumeur, le président Bongo le disait souvent, Omar Bongo le disait, on ne peut pas gouverner avec la rumeur. Il faut faire très attention avec la rumeur. Monsieur Noureddine est en poste depuis à peu près 7 ou 8 mois, je ne sais pas. Cet homme, on ne l'a jamais entendu. Il ne s'est jamais exprimé. À aucun moment. Il ne s'est confié à personne. Monsieur Nkoulou, on peut... Oui, non, mais il faut tout de même... politique. On ne peut pas juger. Vous savez qu'il existe des non-dits en politique. Il existe des non-dits, mais au moins le comportement pourrait y prêter. Il n'a rien fait d'autre. Ça fait 7 mois, il vient à son lieu de travail, il retourne à sa résidence, il ne fait que ça. Il n'a été à aucun meeting, il n'a organisé aucune réception susceptible de laisser penser que bon, il a des ambitions. Et ensuite, il faut faire attention. J'ai l'impression qu'on se satisfait trop de la volonté de nuire. Parce que, vous savez, dans notre pays, c'est les mêmes personnes qui, de manière péremptoire aujourd'hui, affirment et crient sur la prétendue candidature de Noureddine Bongo en 2023. C'est les mêmes qui nous ont dit il y a quelques années qu'Ali Bongo n'avait pas d'acte de naissance. C'est le même écho. Ali Bongo a présenté à minima 3 actes de naissance lors de la présidentielle. Ali Bongo n'a présenté pas 3 actes. C'est les gens qui les ont conduits. Donc je veux dire, c'est ce même écho. Parce que, laissez-moi aller sur le fond de ce que je souhaite dire. Ça dit que c'est ces mêmes personnes qui nous ont raconté des choses sur Ali, sur ce qu'il faisait. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui construisent cet écho sur la campagne de Noureddine et également cet écho sur l'opposition ou la... Je ne sais même pas comment définir ça. Ou la prétention de candidature de Junior Denis Omar. Donc, on a des échos. Je crois que ces personnalités, si c'était leur ambition, elles vont le dire. Elles vont l'affirmer. Et ceux qui comptent s'opposer ou être leur adversaire politique auront en ce moment-là le loisir de décliner les éléments qui font en sorte qu'ils peuvent être meilleurs qu'eux. Mais pour l'instant, nous avons 3 ans devant nous qui nous séparent de la prochaine élection présidentielle. Pourquoi en faire un élément de discours politique? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Si au moins il s'était déclaré, si au moins il s'était profondément ou de manière publique engagé dans des manifestations politiques, on pourrait s'interroger. Mais en 6 mois, il n'a rien dit. Il y a 6 mois, personne ne disait qu'il allait être candidat. Personne. Ah ben si, avant. Enfin, on se posait, mais il n'y avait aucun élément. Aujourd'hui, on continue d'affirmer de manière péremptoire, mais il n'y a aucun élément. D'accord. Mais quel est votre regard également, vous, monsieur Nkoulou, sur ce sort de regard attentiste de l'opposition dans l'actuelle vie politique? Vous savez, il faut déjà... Le son de cloche de l'opposition est quasiment inaudible. L'opposition est inaudible parce qu'elle-même a des difficultés à définir un cursus, plutôt à orienter leur cursus. L'opposition ne peut pas avoir un discours politique parce que l'opposition est à la recherche d'un leader. Vous pensez que il y a une question de leadership. Il y a une question de leadership. Jean Ping est un ancien candidat à l'élection présidentielle. C'est déjà du passé. Jean Ping lui-même devrait aujourd'hui... Barreau Chambrier. Mais Barreau Chambrier, lorsque le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale, il a tout de même fait des observations. Mais il devrait aller beaucoup plus loin. Il devrait définir quelles sont ses orientations, lui. Ce sur quoi il entend peut-être inviter les Gabonais à porter leur choix sur sa personne. Bon, ils ne peuvent pas recréer un débat politique parce qu'ils sont tenus, enfin, c'est la posture qu'ils se sont donnée, de suivre l'élan
qu'impulse la majorité. Ah, Malheureusement, ça les condamne à réagir. À plus être dans la réaction que dans la proposition. Or, l'offre politique, la majorité est tellement dense, l'actualité politique impulsée par la majorité est tellement dense. Bon, malheureusement, il y a cette opposition qui a du mal. Et noyée donc dans ce flot de situations politiques. Voilà, elle ne peut rien faire. Surtout que là où l'opposition aurait dû donner de la voix, elle est silencieuse. Pourquoi? Parce que certains éléments les ramèneraient à rendre des comptes. La question de la corruption publique, la question de l'endettement, la question des détournements de fonds. Ils n'en parlent pas. Ouais. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui, il y a eu 850 jeunes Gabonais qui ont été interdits d'examen. L'opposition est restée silencieuse. Pourquoi? Parce que... Peut-être la Libye évoquée pour justement les disqualifier. Oui, mais parce que justement, ces gens restent encore, pour beaucoup, des personnalités d'exception. Si vous prenez votre véhicule, M. Malékou, et que vous allez vous mettre devant le lycée français, vous allez vous mettre devant Montaigne, vous verrez que les enfants des gens qui sortent, c'est beaucoup d'anciens barons, du PDG qui sont joués dans l'opposition. Donc, ces gens-là ne vivent pas malheureusement aussi, et c'est un fait, la réalité du Gabon. Ils traînent leur passé comme un boulet qui empêcherait que... Non seulement ils traînent leur passé comme un boulet, mais ils n'ont pas épousé le Gabon profond. Ils ne connaissent pas le Gabon. Monsieur Bongo et Monsieur Chambrier ont pratiquement la même sphère de vie. Comment pensez-vous qu'aujourd'hui Barrow, Chambrier puissent se sentir et s'émouvoir sur la situation de l'école de Kingele, lui qui n'a jamais appris dans nos écoles publiques? Comment voulez-vous aujourd'hui que le fils de Ping puisse s'émouvoir sur la situation de l'école de Bellevue 1, lui qui n'a jamais appris dans l'école publique? Eux qui ont tout fait, qui ont tout eu, parce que le régime leur a donné... Oui, mais donc, on peut partager la souffrance, la douleur d'un peuple sans forcément avoir... On ne peut pas partager une douleur qu'on n'a jamais ressentie. On peut imaginer, vous savez, c'est comme si vous allez à l'hôpital. Vous voyez votre ami, votre frère est malade, vous dites, ah, je sais ce que tu ressens. Non, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il ressent. Vous pouvez imaginer, mais vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Il faut vivre la douleur. Il faut la ressentir. Aujourd'hui, toutes les questions sociales, pourquoi l'opposition n'en parle pas? Parce qu'ils ne vivent pas la réalité du Gabon. Ces gars, je crois profondément, et ça, je le pense, qu'ils ont... Et vous pensez que ce sont ceux qui sont au pouvoir qui vivent la réalité du Gabon? Je ne le dis pas, mais je dis, vous m'avez posé la question sur le fait que l'opposition est à fond. Je vous réponds seulement parce qu'ils ne vivent pas la réalité des Gabonais. Ils ne savent rien de ce que les Gabonais font. Qui sortent du peuple, c'est cela. Il faut... Pour mieux partager... Bon, cela n'était pas le but de votre question, mais je dis aujourd'hui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait un fonctionnaire de remplir des tonnes de papier pour avoir un crédit de 2 millions. Lorsque vous avez commencé votre premier travail, vous aviez 29 ans, vous entrez comme ministre, vous allez au FMI. Donc, lorsque vous avez fait un tel parcours professionnel, vous savez pas ce que c'est que la misère. Donc, il vous est difficile de vous pencher sur le cœur de celui qui souffre. Effectivement, il faut aujourd'hui des voix qui sortent. Pourquoi pensez-vous que M. Mamoudou avait cette emphase, cet aimant qui fixait les populations sur ses discours? Il va à Bellevue 2. Il va à Bellevue 1. Il savait ce que c'était la misère. Vous croyez que M. Zouba la même orientation? Ok, on va... Monsieur Ping a la même orientation? On a vu une sorte de levée de bouclier d'une certaine élite de la communauté Fang après l'interpellation du maire de Libreville, mais de tout bord confondu, pour dénoncer de façon générale ces interpellations qui prêtaient à confusion et à polémique. Est-ce qu'il y aurait une solidarité en sous-main qui volerait au secours du soldat l'ayant tué? Une solidarité communautaire? Il faut... Ou c'est simplement une coïncidence de sortie de voie? Bon. Il faut regarder à la structure politique de notre pays. La structure politique de notre pays repose sur la mobilisation communautaire. Quoi que vous vouliez. Et ce sont des clivages qu'on essaie de dépasser. On ne peut pas les dépasser. Et c'est justement cette hérésie qui fait en sorte qu'on a des mauvais politiques. Vous savez, quel que soit le pays du monde où vous irez aujourd'hui,
le fait communautaire oriente l'homme politique. Aux États-Unis aujourd'hui, la campagne présidentielle est assise sur les communautés. Vous avez d'un côté le lobby irlandais qui est le lobby des hommes d'affaires, tout ça, et vous avez la communauté africaine, américaine, vous avez la communauté... Oh, ils ne parlent que de ça. Ça ne fait pas d'eux des extraterrestres. Vous irez en France aujourd'hui, on vous dira les gens du Nord, les gens du Sud, ils parlent en termes de communauté. Et de plus en plus, vous avez toutes ces autres communautés d'intérêt qui se créent. Vous savez, en France, on parle de la communauté juive, on parle de la communauté homosexuelle, on parle des communautés. Donc aujourd'hui, il y a un vote citoyen, mais ce vote citoyen est inscrit à l'intérieur de l'intérêt communautaire. Bon, naturellement, mais l'intérêt communautaire peut dans dépasser, notre pays, peut dépasser les... Oui, dans notre pays, quels que soient les faits politiques qu'on a été amené à vivre depuis les indépendances, il se trouve malheureusement ou heureusement pour le Gabon que la communauté femme, que des leaders importants sont issus de la communauté femme. Bon, ça leur a donné une position de choix, mais ce n'est pas une position prépondérante. Aujourd'hui, il se crée de plus en plus l'idée du tout sauf les femmes. Jeune Afrique en a parlé, la campagne présidentielle de 2009-2016 avait des relents de ce tout sauf les femmes. Certains se sont même fait écho de cette vision. Quand même, hein, progressivement. Hein. Oui, bon, ça glisse parce que les gens de ma génération, vous posez la question parce que je suis fond, les gens de ma génération ne considèrent pas ce fait comme étant un fait établi, mais comme étant une volonté de conduire notre pays vers des mécanismes de réduction qui empêcheraient à toutes les intelligences de donner le meilleur qu'ils ont de leur pays. Et ça, c'est quelque chose de néfaste. Autant je suis d'avis qu'il faut de plus en plus que chaque communauté s'organise pour faire émerger les meilleurs d'entre eux. Et si c'était le principe qui nous permettait d'avancer, vous voyez que notre pays gagnerait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se dire, c'est quoi? C'est cette surexploitation de la compétence et de la notoriété de l'enfant. À un moment donné... Vous pensez que l'enfant est surexploité? Écoutez, moi ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est qu'on dit à la conférence nationale, pour que les choses se fassent bien, on allait prendre un prêtre fan. Oui ou non? Moi je n'étais pas là. Bon, mais il a été à l'époque imposé quand même par André Mbaobam. Oui, bon, mais voilà, ça dit qu'on allait d'Omar Bongo. Oui, donc on allait prendre quelqu'un qui était de la communauté fan. Pourquoi? Pour contenir l'élan d'autres fonds. En l'occurrence, l'opposant numéro 1 de l'époque, c'était Mbabo Solo, les gants de l'opposant. C'est ce qui s'écrit dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il se dit que lorsque M. Ping, en 2016, voulait affirmer son leadership politique, il s'est servi des leaders de la communauté fan, en l'occurrence l'Indemosé et tout ça. Lorsque Ali Bongo, il s'est servi. Oui, mais c'est ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Je partage ce qui se dit. Il se dit, il s'écrit que lorsque M. Ali Bongo Ndimba, aujourd'hui président de la République, a voulu qu'il y ait une sorte d'harmonie, ben, les mêmes leaders fan, donc M. Ndemosé et les autres, ont apporté leur caution au dialogue politique d'Angondje. Mais ce que les gens constatent également, il faut être logique, il faut être réaliste pour le noter, c'est que en termes de retour sur l'investissement politique, les gars ne sont pas toujours bien récompensés. Tout le monde s'attendait par exemple à ce que ce soit M. Ndemosé qui fût nommé vice-président de la République. Non, il faut se méfier des femmes. On a pris maintenant Moussabou. Vous comprenez? Aujourd'hui, le maire Léandre Gère a combien forfait que n'importe quel citoyen aurait pu être amené à commettre, mais ça prend une proportion haute parce qu'on se dit, bon, c'est un fan. Ah bon? C'est ce qui se dit. Vous m'avez posé la question parce que c'est ce qui se dit. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire à ce niveau? Ce que je peux vous dire, c'est que... Alionga n'était pas fan, mais il a également été traqué avec... Allez-y, bon. Non, ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est quand vous faites le ratio entre ceux qui, de façon ostentatoire, ont pillé le Gabon, et ceux qu'on cherche à la petite brèche, il n'y a pas de rapport. Je vous le dis simplement parce que je ne dépends pas d'une autre situation. Vous comprenez? Hein? Tous ceux qui sont aujourd'hui assis sur des milliards au Gabon doivent cette fortune au fait qu'ils ont pillé les caisses de l'État. On ne peut pas être fonctionnaire et construire des maisons qui ont valeur de 200, 300, 400 millions. On ne peut pas être fonctionnaire et avoir un paquet automobile où vous avez 6 voitures qui ont une valeur de 70 millions l'unité. Donc il y a autant de situations où on n'a pas besoin de fouiller aujourd'hui sur qui fait quoi, qui détourne quoi. Il y a des formes d'injustice, qu'il faut vouloir régler. Vous ne pouvez pas avoir dans une même maison, dans une même famille. L'époux est directeur général d'une grande entreprise,
l'épouse est présidente d'institution, le fils est ministre. Comprenez? Donc c'est cette forme d'injustice, les gens les vivent. Mais on va nous faire croire qu'il y a une forme d'équité. Des privilèges auxquels les membres de la communauté FAN sont comme exempts. Vous connaissez-vous quelqu'un qui dans la communauté FAN est président d'institution, son épouse est haut placée, son fils est haut placé? Je peux vous citer Madame Savou et son cortège. Il y en a tellement. Donc comprenez que ce sont des éléments de frustration. Nous participons tous au soutien. Vous n'avez pas justement été entendu quand vous avez demandé à cause de tout ça probablement à la communauté FAN de quitter une position pour rejoindre le navire Ali Bongo Ondimba? J'ai dit, en vue justement de ces rééquilibres politiques. Je dis qu'il faut, au niveau de la communauté FAN, on ne demande pas une faveur. Moi je suis clair, je le dis à tout le monde. Vous avez estimé que on ne demande pas une faveur, nous disons il faut qu'on soit équitablement traité. Équitablement traité. La communauté, vous savez, la communauté FAN, c'est à peu près un peu plus de 30% de la population gabonaise. C'est-à-dire même en termes d'équilibre et de paix sociale, cette communauté devrait être visible. Il faut être visible. Bon, ensuite... Ce sont de très voraces en termes de gestion du pouvoir et des biens publics. Non, ça c'est fait du fait des humiliations et des frustrations. Je dis, si on veut dire les choses et faire avancer ce pays, il faut qu'on soit honnête les uns vis-à-vis des autres. Les uns vis-à-vis des autres. Tous les milliardaires qui sont dans ce pays, ils tirent leur fortune d'eau. Il y a combien de milliardaires dans la communauté FAN? Connaissez-vous les milliardaires de la communauté FAN? Vous les connaissez? Vous connaissez les gens qui font des milliards dans ce pays? Ils sont FAN. Il y en a un peu partout. Donc, je dis, je suis de ceux qui disent, nous n'avons pas à tourner le dos au chef de l'État. Mais il faut que le chef de l'État comprenne que nous n'allons pas toujours servir de paillasson et de marche-pied aux autres. Et que nous n'allons pas être des éternels boucs émissaires. Je ne défends pas les malfrats, mais je dis, notre investissement politique doit être conséquent de notre rapport. C'est tout. Faut-il revenir à la géopolitique à la Omar Bongo, où les FANG, singulièrement les FANG gardaient la primature quasiment durant tout le magistère de ce... Je ne parle pas de ça, je dis ce qui... Une répartition équitable au niveau de... Je dis que chacun soit traité en fonction de son apport. Écoutez, aujourd'hui au Gabon, moi je le dis à tout le monde, l'opposition politique à Ali Bongo ou au régime n'est pas FANG. Donc il faut arrêter de choisir une communauté qui soutient le chef de l'État. L'opposition n'est pas FANG. Il n'y a aucun leader politique de l'opposition qui est de la pointe qui soit FANG. Il n'y en a pas. Jean Yegendon, son parti c'est lequel? Connaissez-vous le parti de Jean Yegendon? Jean Yegendon a été candidat, il a été défait, il a abandonné. Il a une politique quand même. Ouais, mais non, c'est une personnalité politique du fait de son passé. Mais Jean Yegendon n'a pas d'avenir politique. Demosson n'a pas d'avenir politique. Il n'en a pas. Il n'a plus d'avenir politique. Il n'en a plus, il n'en a pas. C'est fini. Donc il faut arrêter de vouloir faire passer l'épouvantail à chaque fois en disant ouais, c'est des opposants. L'OFAN n'est pas un opposant naturel. Nous ne nous définissons pas. C'est pour ça que je dis, nous n'avons pas à tourner le dos au chef de l'État. Il faut que nous ayons avec le chef de l'État des échanges. Et vous qui n'avez pas tourné le dos au chef de l'État depuis là, vous n'êtes pas traité également à votre juste valeur. Est-ce que c'est... Pascal Koulou, charité bien ordonnée commençant par soi-même, vous êtes dans la maison Ali Bongo Ondimba, vous êtes membre de la communauté FAN, malgré votre soutien qui s'inscrit dans la durée, vous ne semblez pas être traité à votre juste hauteur. Et comment est-ce que vous comptiez rallier des gens au nom du traitement équitable quand vous-même qui portez cette voix, vous n'êtes pas, vous êtes un cordonnier mal chaussé? Bon, moi je viens du principe que chacun d'entre nous doit pouvoir vivre de manière digne avec les compétences qui sont les siennes. Il est vrai que les promotions politiques ou les fonctions politiques participent à rapidement arrondir les tendances personnelles. Et il est également vrai qu'à des positions politiques de choix, on peut soutenir beaucoup plus fortement l'action du chef de l'État. Je le dis, c'est parce que je vais du principe, simplement, que le chef de l'État doit pouvoir bénéficier du soutien de toutes les compétences. Parce que, une fois en fonction, c'est le président de tous les Gabonais. Et qu'il lui revient également, avec justesse, de regarder ceux qui participent au soutien de son engagement politique. Et en fonction des compétences et des profils des uns et des autres, leur permettre d'assumer leur actif.
c'est important. Moi, personnellement, je n'en fais pas un élément de choix. Je pense que je suis une personnalité politique, je suis un acteur politique. Je me bats pour les idées qui ont toujours été les miennes. Et il se trouve qu'à un moment donné, de mon engagement, de mon actif, j'ai croisé les idées d'Ali Bongo Ondimba. Il est toujours chef d'État, je continue donc de le soutenir. À lui d'apprécier cet apport, à lui de l'évaluer comme il peut, mais ça n'influencera pas ma position. C'est par contre ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le président doit veiller à ce que lui-même déclare, lorsqu'il parle d'équité, lorsqu'il parle aujourd'hui d'une meilleure justice sociale. Vous savez, c'est frustrant que vous avez dans une même famille, et ça a été le cas des Mangang Moussavou. Vous avez le père qui est vice-président de la République, le fils est ministre du gouvernement. Vous comprenez? Ça dit qu'il y a autant de compétences et autant d'opportunités. Mais lorsque vous avez, comme c'est le cas d'Endao, où le père est président d'une institution, la fille au gouvernement, et ils sont comme ça légion. Vous comprenez? À la limite, votre question a tout effectivement son sens. Mais enfin, nous on est là pour faire quoi? Nous on est là pour faire quoi? Et aujourd'hui, c'est un peu la position de ce que monsieur vous dit. C'est-à-dire, ceux qui défendent le chef de l'État, ceux qui assument publiquement sa politique, autant il est bien de récompenser ceux qui ne la comprennent pas et qui viennent intégrer, autant il est bien que le président fasse veille également à pour que ceux qui sont engagés pour lui et qui prennent des risques importants à des périodes particulières n'aient pas à rougir de leur rejet. Ce taux de frustration va nécessairement entraîner des situations, je dois dire, de dysfonctionnement. Malheureusement, beaucoup de personnes vivent ça. J'ai l'avantage de ne rien attendre de l'investissement politique au niveau où je le fais. J'espère un jour être capable d'avoir un mandat, d'exercer ce mandat et de me rallier aux populations qui m'auraient fait confiance. Voilà mon engagement politique. Je compatis parfaitement ce que vous dites. J'ai été nommé chargé de mission, chef d'État. J'ai été nommé conseiller du président public. Bon, pour beaucoup disent que ce n'est pas assez. Je ne sais pas, mais c'est au président d'apprécier. Non, c'est pas assez. Au-delà de vos opinions, pour lesquelles nous avons beaucoup de respect, au nom de la diversité, du pluralisme d'opinions qui est reconnu par notre Constitution, nous estimons que votre engagement mériterait peut-être un peu plus quand même. Après, c'est à vous également d'apprécier. Peut-être un mot de la fin ou une préoccupation à laquelle nous n'avons pas pensé. Bon, il faut dire que, et là je souhaiterais de manière directe m'adresser à tous les acteurs politiques de notre pays. Oui, regardez droit dans la caméra. Oui, je voudrais aux uns et aux autres dire que, à l'instar de tous les autres pays du monde, le Gabon traverse une phase sensible. La particularité de cette période particulière, c'est que nous avons été amenés à nous réinvestir dans notre fort intérieur, dans notre quotidien. Beaucoup de gens ont redécouvert leur foyer, leurs enfants, parce qu'ils ont été amenés, un peu par la contrainte, à passer plus de temps ensemble, à regarder leur réalité. C'est cette réalité qu'il nous faut changer. L'après-Covid ne peut pas être ce que nous étions avant cette période. Je crois qu'aujourd'hui, on a découvert que plus de solidarité, plus de générosité, plus d'amour, plus de partage participent à soi un mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, tout le monde a fait le constat que les éléments les plus primaires nous manquent. Je ne sais pas quel peut être l'état d'esprit lorsque vous avez un enfant qui va à l'école maintenant parce qu'il est dans le système français et que le vôtre à la maison attend le mois de novembre pour pouvoir y aller. On a l'impression que nous sommes toujours à vivre un pays qui est entre deux mondes. Aujourd'hui, l'exemple nous a été donné par ce jeune garçon de 14 ans qui a eu le bac. Ça veut dire que tous les jeunes Gabonais, mis dans des conditions qui leur permettent d'exceller, peuvent produire des résultats. Ça ne sert à rien de les presser, de les stresser. Et je regrette les 850 ou 825 jeunes Gabonais qui n'ont pas pu passer l'examen. Ces gars-là veulent vivre. Personne ne les a écoutés. Personne n'est allé se pencher sur leur cas. On prend des décisions en hauteur. Je crois qu'il faut aujourd'hui, et c'est l'appel que je lance au chef de l'État, il faut qu'il se penche sur le cœur des Gabonais. Le président est le président des Gabonais. Les Gabonais trouvent que le président est beaucoup trop loin. Ceux qui sont censés assurer la posture intermédiaire ne le font pas correctement. Voilà ce que je veux dire. Il faut que nous nous penchions sur le cœur des Gabonais, qu'on agisse et qu'on fasse des choses pour répondre à leurs attentes. Et Dieu seul sait que nous en avons les moyens. Et nous avons le temps. Ça ne sert à rien de créer maintenant la pression d'une élection présidentielle qui ne se déroulera que dans 3 ans. Répondons pour l'instant
à donner aux enfants du Gabon et aux Gabonais les conditions qui leur permettent de vivre dans la dignité. Tout le monde ne veut pas être dans une super villa, tout le monde ne veut pas être dans nos derniers carrosses qui roulent, mais au moins les gens veulent avoir leur taxi, au moins les gens veulent rentrer dans des quartiers éclairés, au moins les gens veulent avoir l'eau et l'électricité. Voilà ce que je souhaite, c'est écouter et répondre aux attentes des Gabonais. Voilà. Merci de nous avoir religieusement suivis durant ce petit déjeuner d'échange avec le président du Bloc démocratique et populaire BDP, Pascal Nkoulou. Nous avons parlé de l'actualité relative à l'interpellation du maire de Libreville, au discours de politique générale du Premier ministre Christian Souka et de la gouvernance du Gabon dans ce terre d'Ali Bongo absent, présent au levier du commande de l'État à la suite de l'AVC qu'il a accablé fin octobre 2018 à Riyad du côté de l'Arabie Saoudite. Merci et au prochain numéro.